OK, dans cette capsule, on va parler du I2C, ou comme vous allez souvent le voir dans les fiches techniques de différents composants, le Two-Wire Interface. Ça se peut aussi que vous entendez le I2C quand c'est dit en anglais. Le I2C, c'est un bus de données série, synchrone, bidirectionnel et half-duplex. Donc, série, les bits sont envoyés un après l'autre sur un fil. Synchrone, il y a un signal d'horloge qui synchronise la communication. Bidirectionnel, si je communique, disons, de ce dispositif-là avec ce dispositif-là, lui il peut envoyer des données à lui et lui aussi peut envoyer des données à lui. Et half-duplex, donc il y a juste une personne qui peut parler à la fois. Donc si ce dispositif-là est en train de parler à lui, lui doit écouter. Il peut pas parler en même temps. Donc ça se fait juste dans une direction à la fois. Pour ce qui est de la structure du I2C, ben, comme le nom le dit, Two-Wire Interface, on a besoin de deux fils pour la communication. En fait, c'est pas totalement vrai, on a besoin de trois fils parce qu'il faut aussi que le ground soit commun à tous les dispositifs. Donc, on a besoin d'un fil pour relier les grounds. Mais pour la communication en tant que telle, on a juste besoin de deux fils. Un fil pour les données, puis un fil pour l'horloge. On a aussi besoin de résistance au VCC sur chacun des fils de communication, parce que la manière qu'ils sont faits dans les dispositifs pour le I2C, c'est des collecteurs ouverts, c'est des transistors à collecteurs ouverts. Donc, on a le petit transistor ici, comme ça, qui est relié au ground à l'intérieur. Puis, son collecteur est ouvert comme ça ici. Donc, si on ne met pas de résistance, il n'y a aucun niveau logique qui est forcé sur la ligne quand rien ne se passe ici. Donc, la ligne doit être maintenue à un niveau haut tant qu'il n'y a personne qui prend le contrôle de la ligne. À part ça, la communication, c'est une communication qui se fait de maître à esclave. Donc, le premier des dispositifs qui prend le contrôle de la ligne devient maître de la communication et celui avec lequel il communique devient l'esclave. Puis, le maître peut communiquer avec un ou plusieurs esclaves à la fois. OK, on va voir maintenant comment que la prise de contrôle et le relâchement du bus fonctionnent dans le I2C. Premièrement, on va donner des noms à nos deux fils qu'on utilise pour la communication. Donc, le fil qui va être utilisé pour les données, on va l'appeler SDA pour Serial Data. Et le fil qui va être utilisé pour l'horloge, on va l'appeler SCL pour Serial Clock. Euh, Au repos, ces deux fils-là sont à 1, comme qu'on avait vu précédemment, avec les résistances qui sont mises au VCC. Donc, quand il n'y a rien qui se passe sur la communication, les deux fils sont à un niveau haut. Le premier dispositif qui veut prendre le contrôle du bus doit générer un start condition qu'on appelle. Le start condition, c'est aussi simple que de descendre la ligne SDA à 0 pendant que la ligne SCL, elle reste à 1. Donc, si la ligne SDA passe de 1 à 0, le dispositif qui a généré cette condition-là prend le contrôle du bus. Puis il peut communiquer avec les autres dispositifs. Quand il veut relâcher le bus pour donner peut-être la possibilité à un autre maître de prendre contrôle du bus, donc il va aller ramener la ligne SDA à 1 quand il va avoir fini toutes ses bits, puis la ligne SCL va rester à 1 elle aussi par la suite, il n'y aura plus d'horloge qui va être générée. Et ça va dire aux autres, quand les deux sont revenus à un niveau 1 pendant assez longtemps, le bus est libre et vous pouvez maintenant, n'importe qui peut prendre contrôle du bus. Donc maintenant, on va voir comment la communication s'effectue entre le maître et l'esclave. Donc, on a deux cas possibles, soit que le maître envoie une donnée à un esclave, ou que l'esclave envoie une donnée à un maître. On voit que ça, c'est pas nécessairement vrai que l'esclave envoie une donnée à un maître. En fait, il faut que le maître demande à l'esclave de lui envoyer une donnée. L'esclave peut pas décider par lui-même d'envoyer une donnée au maître. On va utiliser le premier cas en premier. Le maître veut envoyer une donnée à un esclave. On a séparé la ligne SDA en maître et esclave pour pouvoir bien voir qui fait quoi sur cette ligne-là. C'est important de comprendre que le 0 gagne sur le 1 dans ces lignes-là. Donc, si le maître laisse la ligne à 1 et l'esclave descend la ligne à 0, la ligne va descendre à 0. Donc, le 1, c'est l'état de repos, puis on peut forcer des zéros n'importe quand qu'on veut sur cette ligne-là pour signifier un 0. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Premièrement, on remarque qu'au repos, la ligne SCL et la ligne SDA du maître et de l'esclave sont à 1, donc tout est au repos, personne n'a pris le contrôle de la ligne. On a vu que pour prendre le contrôle de la ligne, il fallait que un des dispositifs descende la ligne à 0 et il donnait le maître de la communication. Donc, on remarque ici que SDA maître a descendu la ligne à 0, donc il est le maître de la communication. Puis, c'est important aussi de savoir que l'horloge ici, c'est le maître qui la génère. Donc, quand il prend le contrôle de la communication, il génère aussi l'horloge qui va servir à synchroniser la communication. Une fois qu'il a descendu sa ligne à 0, il génère son horloge, puis à chaque fois
qui a un front montant, il faut qu'il s'assure que la donnée soit disponible sur sa ligne SDA. Donc ici, la première chose qu'il va envoyer, c'est l'adresse de l'esclave avec laquelle il veut communiquer. Donc, on remarque qu'il y a A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0. Donc, c'est une adresse sur 7 bits. Parce que le 8e bit sert à dire si on veut aller lire ou si on veut aller écrire à cette adresse-là. Donc, et c'est le bit le plus significatif qu'on envoie en premier. Donc, ça, faut pas se tromper non plus. Donc, ici, il va envoyer l'adresse, les 7 bits de l'adresse auquel il veut envoyer. Et là, on envoie une donnée du maître à l'esclave. Donc, on veut écrire dans l'esclave. Donc, la ligne read-write. Read, c'est quand on a un niveau haut et write, c'est quand on a un niveau bas. Donc, quand on veut écrire, on met le 8e bit à un niveau bas pour dire à l'esclave, je veux écrire. Puis là, le maître, lui, va ramener pour un coup d'horloge ou plus la ligne à 1 jusqu'à temps que l'esclave, lui, la descende à 0 pour dire, OK, je suis prêt, j'ai compris que c'était à moi que tu voulais parler, donc je génère un hack. Une fois que l'esclave va avoir descendu la ligne à 0, le maître va savoir qu'il peut envoyer ses données. Donc tout de suite, le prochain coup d'horloge, après qu'il va avoir reçu le hack, il va envoyer les données du bit le plus significatif au bit le moins significatif, donc des 7, des 6, des 5, des 4, des 3, des 2, des 1, des 0. Et encore une fois, à la fin, il va remonter sa ligne à 1 jusqu'à temps que l'esclave lui dise « Ok, c'est beau, j'ai bien reçu les données. » L'esclave va redescendre la ligne à 0 pour dire qu'il a bien reçu les données. Et une fois que ça c'est fait, le maître va redescendre la ligne à 0 pour un coup d'horloge et va la remonter à 1 pour faire le stop condition qu'on avait vu juste avant. Donc la ligne SCL revient à 1 et SDA revient à 1 aussi, donc le stop condition est respecté, la ligne est libérée et n'importe qui d'autre peut reprendre le contrôle de la ligne. Donc ça c'est pour une donnée qui va du maître vers l'esclave. Maintenant, si le maître veut demander une donnée à l'esclave, donc la première partie est un peu similaire. Donc le maître prend le contrôle du bus, descend la ligne à 0, envoie l'adresse de l'esclave auquel il veut communiquer. Après ça, au lieu de mettre le read-write à 0, il va le laisser à 1, le 8e bit, pour dire que « Ok, je te demande une donnée en ce moment ». Et là, il va encore attendre un hack de l'esclave. Mais là, par contre, les données ne viendront pas du maître, ils vont venir de l'esclave. Donc, c'est à l'esclave de générer son hack, puis après ça, d'envoyer les données à l'esclave qui ont été demandées. Et à la fin, une fois qu'il a tout envoyé ses données, l'esclave remet la ligne hack à 1, le maître garde la ligne hack à 1, puis il va générer son stop condition, va la redescendre à 0 pour un coup d'horloge et la remettre à 1 pour que le bus redevienne disponible par la suite. Donc ça, c'est comme ça que la communication s'effectue pour du I2C. Ah oui, une petite chose aussi à savoir sur la lecture quand on lit d'un esclave. Le bit hack ici, c'est le maître qui le contrôle. Donc, à quoi il sert? C'est, disons qu'on aurait, l'esclave aurait une mémoire avec plusieurs données rangées dedans. Donc, quand on lui envoie son adresse et qu'on dit qu'on veut lire, ben lui, il va nous envoyer la première donnée dans sa mémoire. Mais disons que nous, on voudrait aller lire les 4 premières données dans la mémoire. Donc, ce que le maître va faire, c'est une fois qu'il a reçu la première donnée, s'il met le hack à 0, ça veut dire qu'il veut continuer à lire. Donc là, l'esclave va encore lui renvoyer la prochaine donnée en mémoire. Si encore le maître met le hack encore à 0 après la prochaine donnée, l'esclave va lui renvoyer la prochaine donnée jusqu'à temps qu'après une donnée, le maître laisse la ligne hack, laisse la ligne SDA à 1 pour dire qu'il n'y a pas de hack. Et puis le maître va générer sa stop condition après et le bus va être relâché. Donc c'est comme ça qu'un maître fait pour aller lire plusieurs données une à la suite de l'autre. Il n'a pas besoin de renvoyer l'adresse à chaque fois, il fait juste mettre le bit hack à 0 après chaque donnée pour dire qu'il veut lire la suivante. Donc c'était ça pour le I2C. Merci, à la prochaine capsule!